Et donc, qui dit HTML5 dit HTML. Donc, il y en a que j'avais déjà vu, mais comme pas beaucoup, on peut faire un petit tour de table sur quel est en gros votre niveau en HTML, ce qu'on a déjà fait, pas défaut, etc. Et ce que vous attendez de cette formation-là ce soir. Donc HTML, j'avais eu la première formation début septembre, comme toi, mais sinon après, je connais à peu près les balises, comme ça, je suis un peu entre guillemets un débutant. Moi je connais HTML, voilà, donc là-dessus il n'y a aucun souci. J'ai travaillé avec HTML5. Si je suis ici, c'est juste pour avoir des nouveautés, pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, j'ai une nouvelle balise ou chose intéressante. La même chose. D'accord. Moi aussi, je suis tout à fait débutante. J'ai eu l'occasion de suivre une formation là-dessus ici, l'année dernière. Je connais un petit peu les balises. D'accord. Moi j'ai rencontré une gare en fait. Ouais, il connaît déjà, c'est un peu de la triche. Et la typographie. Bah, je vois designer en fait, mais oui, du fait de mon travail, j'ai la Voilà, oui, il y en a qui l'ont eu en formation. Donc effectivement, là, ça va être, comme le titre l'indique, concentré vraiment sur les nouveautés de HTML5. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur les bases de HTML. Bon, comme on n'est pas beaucoup, je peux réexpliquer des choses si ça coince, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est pas non plus de forcément rentrer dans les détails pour faire beaucoup de pratiques, etc. C'est pas forcément le lieu le plus adapté. C'est surtout de voir un panorama avec des exemples de tout ce qu'on peut faire grâce à HTML5. On verra pas tout parce qu'il y a des choses très techniques qui ont été ajoutées par HTML5, mais donc surtout les choses les plus intéressantes, les plus abordables, etc. Il faut savoir qu'on fera sûrement une deuxième formation sur HTML5 plus tard dans l'année universitaire, probablement à la médiathèque Malraux, où là on fera de la pratique avec des ordinateurs à disposition, du code et des exercices à faire vraiment sur place. Donc comme vous le voyez, c'est une formation qu'on a déjà fait l'année dernière en décembre. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Il y a quelques liens dans les exemples qui sont plus tout à fait à jour, mais je le préciserai. Et comme d'habitude, les diapos vous seront envoyés par mail après la formation. Avant de commencer vraiment à voir les choses, juste un petit historique. HTML5, c'est un peu une petite révolution dans le monde du web parce que la version précédente, donc HTML4, n'avait pas été mis à jour pendant très longtemps, pendant 8 ans, ce qui est extrêmement long dans le domaine du web. C'est un domaine où les choses évoluent très vite et une technologie qui stagne pendant 8 ans, c'est très très long. Est-ce que vous savez qui s'occupe d'écrire les normes, les standards du langage HTML? Le W3C. Effectivement, un organisme qui s'appelle le W3C, donc le World Wide Web Consortium. Et est-ce que vous savez de quoi est composé ce consortium? Qui en fait partie? Au pif. Alors, en fait, c'est une question qui est intéressante pour savoir pourquoi il y a eu une stagnation pendant longtemps et qu'est-ce qui fait que maintenant, à l'inverse, c'est un langage qui évolue assez vite. Bonjour. Ça? Non? Bon. En fait, c'est un consortium qui regroupe énormément d'acteurs, principalement des entreprises, qui ont un intérêt dans les technologies du web. Ça va des fabricants de navigateurs, Mozilla, Microsoft avec Internet Explorer, Opera, Apple avec Safari, aux principaux éditeurs de gros sites, il doit y avoir Amazon, eBay, les très gros sites comme ça, et les acteurs un peu touche à tout comme Google. Mais il y a plusieurs centaines d'entreprises. L'adhésion est relativement libre, il faut payer pour rentrer dedans, mais c'est ouvert à peu près tout le monde qui a un peu d'argent. Le problème, en fait, c'est que les fabricants de navigateurs sont en minorité.
alors que c'est eux qui vont implémenter les standards qui sont produits par le W3C. Si vous voulez pouvoir utiliser du HTML5, il faut que les différents navigateurs comprennent le HTML5. Je ne vais pas rentrer dans les détails des débats qu'il y a pu y avoir, mais il y avait avant HTML5 un autre standard qui était prévu, qui était XHTML2, et qui était beaucoup plus rigide, beaucoup plus complexe à écrire, et qui plaisait pas forcément à tout le monde. Et les fabricants de navigateurs ont dit non, nous on ne veut pas le mettre en place, parce que d'une part c'est compliqué pour nous, ça va nous coûter de l'argent, parce qu'il faut tout refaire dans nos moteurs, et aussi parce que c'est pas forcément ce que nos utilisateurs attendent. La vraie différence idéologique, ça a été que HTML à la base c'est un langage qui est conçu pour écrire des documents. Ça a été vraiment prévu pour ça, des documents texte avec des images, mais avec des titres, des paragraphes, etc. Vraiment l'équivalent numérique de ce qu'on pouvait avoir dans un document papier. Les pages web, ça a été conçu comme ça, avec un peu d'interactivité en plus, des liens principalement, et éventuellement des objets externes, type des vidéos ou des choses comme ça. Le problème, c'est que on a eu de plus en plus sur le web d'applications faites avec HTML. Un webmail comme Gmail ou un réseau social comme Facebook, c'est pas un document, c'est une application où il y a de l'interactivité et il y a vraiment une interaction avec l'utilisateur. Et donc le HTML était plus adapté pour décrire ce genre de choses en fait. Ce qui fait que les développeurs ont pu se tourner vers d'autres technologies peut-être plus adaptées, comme par exemple Flash, qui était énormément utilisé sur pas mal de sites au début des années 2000, plus tellement maintenant, on en reparlera, qui comblait du coup les manques que pouvait avoir HTML à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une scission, c'est-à-dire qu'il y a un autre groupe que le W3C qui a été créé, qui est le WAT-WG, alors Web Application, je ne sais plus exactement, qui a dit non, on ne veut pas de ce XHTML2, on va faire du HTML5 pour les applications web, on va vraiment focaliser là-dessus. Au final, les deux se sont réconciliés et le W3C a accepté de repartir sur HTML5, mais si je vous explique tout ça, c'est qu'il reste maintenant encore deux versions en fait, de HTML5 qui sont à peu près synchronisées, mais qui sont faites par deux organismes différents. Et donc, ça devenait compliqué pour la numérotation parce qu'on ne savait pas tellement de quoi on parlait, etc. Et l'état de fait un peu maintenant, c'est que HTML5 est ce qu'on pourrait appeler un standard vivant, qui est en évolution permanente, où on va rajouter des fonctionnalités régulièrement, et les navigateurs derrière vont implémenter ces fonctionnalités au fur et à mesure, mais sans numérotation stricte à chaque nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Sauf que derrière, il y a quand même une numérotation du W3C, on est officiellement à HTML 5.1 a priori, et qui correspond à une norme précise, etc. Ce qui n'est pas du tout ce que suivent les navigateurs en fait, qui implémentent les choses au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que il faut avoir conscience que ça dépend beaucoup de ce qu'en font les navigateurs de HTML5 et qu'il y a des choses qu'on va voir qui fonctionnent dans certains navigateurs, pas dans d'autres, parce que certains sont plus rapides pour mettre les choses en place que d'autres, qui recherchent plus une certaine stabilité, parce que en plus ces fonctionnalités peuvent continuer à évoluer. Donc il y a des navigateurs qui vont se dire on ne le met pas tout de suite, on attend de voir comment ça évolue, si ça ne change pas, et après peut-être on l'intégrera dans notre navigateur. Donc il y a des politiques différentes entre chaque navigateur. Généralement, Chrome va être peut-être le premier à essayer d'implémenter un maximum de choses. Donc dès qu'il y a une nouveauté, ça va marcher dans Chrome. Vous allez avoir Firefox qui est un peu plus peut-être conservateur, et quasiment en dernier, généralement, vous allez avoir Safari. Qui mettra 2 ans de plus que tout le monde à mettre une nouvelle fonctionnalité en place.
Alors Internet Explorer a très mauvaise réputation pour avoir à une époque pas du tout suivi les standards. Ils ont mis des années à implémenter correctement HTML4, presque 10 ans de plus que tout le monde, enfin des trucs ahurissants. Mais il y a des gens bien maintenant qui travaillent sur Internet Explorer. Ils ont pris conscience de ça, ils se sont beaucoup rattrapés. Et les dernières versions d'Internet Explorer sont assez à jour et ils suivent assez bien les standards. Ils arrivent à venir rencontrer des conférences professionnelles sans se faire clignacer. Oui, voilà, en plus Il y a pas mal. ils ont une bonne implantation maintenant dans le milieu des développeurs web, des designers, etc., pour discuter avec les gens, etc. Enfin, ils ont vraiment progressé. Le seul problème qui reste un peu le même que Safari, c'est que le navigateur est installé en même temps que le système et que les gens après le mettent pas à jour. Et que du coup, il y a encore plein de gens qui ont Internet Explorer 8, soit presque 3 versions de retard. Voilà. Et donc, il faut. Normalement, ça se fait automatiquement. Oui, mais beaucoup de gens qui refusent les mises à jour en pensant que ça va prendre de la place sur leur ordinateur, qui ne comprennent pas forcément à quoi ça sert. Et donc, quand on fait du web, il faut toujours garder en tête que les gens n'auront pas forcément la dernière version du navigateur en question, et donc il faut adapter aussi en prévoyant qu'il y ait des gens qui n'aient pas ces fonctionnalités-là. Il y a des méthodes qui permettent de tester si une fonctionnalité marche ou pas chez quelqu'un, qui permettent de voir aussi quel pourcentage de vos utilisateurs potentiels auront cette fonctionnalité. Je vous montrerai à la fin des outils qui permettent de voir ça. Alors, comme je l'ai dit, en HTML5, on a surtout rajouté des fonctionnalités qui avaient pour but de construire des applications web. Pour les documents, HTML4 était quand même très suffisant, on pouvait faire beaucoup de choses. Avec l'ajout de CSS, on a pu faire des choses qui sont jolies en plus, vraiment avoir du travail de design. Mais ça me pêchait encore un peu au niveau de l'interactivité et de ce qu'on pouvait faire à ce moment. Donc pour ça, on a rajouté des nouvelles balises. Est-ce que vous avez des idées de balises qui sont apparues dans HTML5? Article, section. Alors oui, du coup ça contredit complètement mon exemple que c'était pour faire des applications. Il y a effectivement quelques balises, articles, sections, pour mieux structurer les documents. On va les voir après. La vidéo c'était un gros point de HTML5. Pour la balise qui est HTML, maintenant, Pardon ? La balise HTML, ça suffit en fait avant que je mette. Ah, le doctype, oui, on va en parler aussi. Il y a eu une simplification aussi au passage. Donc on a aussi de nouvelles balises, des nouvelles API, c'est-à-dire que HTML5 c'est un langage qui fait pas tant de choses que ça tout seul, mais qui va beaucoup s'utiliser avec JavaScript, qui va permettre du coup de mettre à disposition de JavaScript des nouvelles propriétés, des nouvelles fonctions qu'on va pouvoir utiliser pour construire des programmes. Et on a aussi effectivement une simplification de la syntaxe, parce qu'il y a des choses qui étaient héritées de vieilles versions de HTML et qu'on a jugé un peu inutiles et dont on peut se débarrasser maintenant. Donc, on va commencer par la simplification justement. Vous avez des exemples de code avec les équivalents d'un côté en HTML5 et de l'autre côté en HTML4. Alors le plus parlant, je pense que c'est le premier, c'est le doctype. Donc est-ce que vous savez à quoi ça sert un doctype? C'est pour indiquer la nature du fichier. Enfin, pour l'XML, quel standard est utilisé? Voilà, en gros, on va indiquer quel standard est utilisé. Donc le type de fichier, donc ici du HTML, et la version précise qui est utilisée de HTML. Pour que le navigateur puisse l'interpréter correctement et savoir quelle balise reconnaître ou pas. Donc jusqu'ici, c'était un en-tête un peu long, où on précisait que c'était du HTML, que c'était la version standardisée par le W3C, que c'était la version 4.01, avec un lien en plus vers la définition, ce qu'on appelait la DTD, ce qui faisait que c'était assez lourd. Enfin, personne ne mettait sa tête dans son document, on le copiait depuis une autre page ou depuis un tutoriel, etc. Et en plus, il y avait plusieurs versions différentes entre les différentes versions, 3, 4, 4.01, etc. Et il y avait aussi des versions strictes ou pas strictes de HTML. Enfin, c'était un peu compliqué pour les gens pour appréhender. L'idée, là, ça a été de virer tout ça et de simplement indiquer qu'on utilise du HTML. Donc, doctype HTML, cette syntaxe-là, elle indique que le document est en HTML. Du coup, comme on ne spécifie pas quelle version on utilise, est-ce que vous avez une idée de
comment le navigateur fait pour savoir en quelle version c'est écrit le document. En fait, le navigateur, quand il voit cette en-tête-là, il va partir du principe que c'est la dernière version de HTML qui est utilisée. De toute façon, HTML c'est un langage qui est le plus rétrocompatible possible, c'est-à-dire que la syntaxe reste la même. Si vous prenez du HTML5, vous le donnez à un vieux navigateur, il y a plein de balises qu'il ne va pas connaître, mais il va savoir quand même analyser la structure, voir ce qui est une balise, ce qui est un attribut, etc. Il saura toujours le décoder. En plus de ça, les navigateurs ont un mode de compatibilité généralement, c'est-à-dire que même un document HTML5, si vous mettez une balise HTML4 dedans, qui a été retirée, qui n'existe plus en HTML5, il va quand même généralement la lire, en faire quelque chose, etc. Les navigateurs sont assez souples à ce niveau. Donc, on s'est rendu compte que simplement indiquer ça, ça suffisait pour interpréter correctement la plupart des documents. Ce qui, du coup, est beaucoup plus facile pour les développeurs, parce qu'il n'y a pas à se poser la question de quelle version on utilise, d'écrire le bon doctype, etc. En plus, faire une erreur dans le doctype sur les anciennes versions, ça pouvait causer des problèmes de documents qui n'étaient pas affichés correctement, parce que le navigateur l'interprétait pas de la bonne façon. Donc, on a simplifié tout ça. On a une simplification également au niveau du charset, donc de l'encodage de caractères. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, à quoi ça sert. Donc le deuxième exemple. Effectivement, c'est l'encodage du fichier, mais à quoi ça sert? C'est pour dire au navigateur comment est encodé le fichier et pour ne pas avoir d'accent bizarre, les accents qui apparaissent. Voilà, ça c'est la raison pratique, c'est pour pas avoir de caractères bizarres. En fait, pour réexpliquer rapidement, quand on a commencé l'informatique, chaque pays avait une façon différente d'enregistrer les documents textuels. Et donc, c'est les Américains qui ont commencé et qui ont prévu des super normes d'enregistrement des textes où il n'y avait pas d'accent, il n'y avait pas de cédille, il n'y avait pas de caractères chinois ou des choses comme ça, parce que eux, ça leur convenait très bien. C'est une langue où il y a une centaine de caractères différents à tout casser en prenant la ponctuation. Après, le problème, c'est que les autres pays avaient des choses à mettre en plus. Les Français avaient besoin de mettre des accents, des cédilles. Les Suédois avaient besoin de mettre des A avec des petits ronds dessus et des choses comme ça. Et donc chaque pays a développé sa propre méthode pour enregistrer les documents textuels. Du coup, les logiciels avaient besoin de savoir quel encodage était utilisé pour pouvoir lire correctement un fichier, pour savoir si c'était de l'encodage Europe de l'Ouest, un encodage russe, un encodage japonais, pour pouvoir interpréter correctement le document. Heureusement, on n'a plus tellement ce problème-là, parce qu'on a maintenant l'UTF-8, qui est une norme internationale qui permet d'enregistrer tous les types de caractères au monde. Il y a tous les alphabets qui sont compris dans l'UTF-8. Il y a même des langues mortes, quelques alphabets imaginaires, il y a vraiment de tout. Donc il n'y a plus à se poser la question, mais c'est quand même toujours recommandé de préciser l'encodage du document, donc ici de l'UTF-8, parce qu'il y a plein de documents qu'on trouve encore dans d'autres encodages. Des documents anciens ou des gens qui ne pensent pas forcément à utiliser de l'UTF-8. Avant, la notation HTML4, elle était un peu longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails de à quoi correspond l'attribut HTTP equiv ou des choses comme ça, mais ça a été simplifié en meta charset égale et l'encodage, ce qui fait que c'est plus simple à mettre et que dans la pratique il y a aussi plus de gens qui pensent à le mettre et à préciser correctement leur encodage. Donc sur les scripts et les feuilles de style, donc on peut inclure dans un document HTML, donc soit du JavaScript, soit du CSS. On a enlevé un attribut qui est l'attribut type, qui permettait de préciser dans un cas que c'était du JavaScript, dans l'autre cas que c'était du CSS. Est-ce que vous voyez pourquoi on a enlevé cette indication du type? Parce que la balise script correspond
partie HTML, tu peux directement savoir que c'est du JavaScript. En fait, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans la pratique, non, mais dans la pratique des langages de script pour le HTML, il y en a un, c'est JavaScript. Et des langages de feuilles de style pour le web, il y en a un, c'est CSS. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de le préciser. Si jamais on venait à avoir un jour d'autres langages, ce qui pourrait arriver, mais pas dans l'immédiat a priori, parce qu'il n'y a pas de raison et que c'est compliqué parce qu'il faut que tous les navigateurs se mettent à reconnaître ce nouveau langage. Il y a d'autres méthodes en fait de nos jours maintenant pour indiquer le type d'un fichier, avec les entêtes HTTP ou des choses comme ça. Donc c'est plus nécessaire. Donc voilà au niveau de la simplification. C'est des choses qui paraissent anodines, c'est pas révolutionnaire, mais ça encourageait pas mal les gens à utiliser HTML5. Rien que pour ça, en se disant ah c'est plus facile, c'est cool. Et après du coup à s'intéresser aux nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles. Vous avez des questions là-dessus? Alors, un premier exemple de ce qui a été ajouté en HTML5, où là l'objectif c'était clairement de rivaliser avec Flash. Flash c'était donc ça existe toujours d'ailleurs, c'est un plugin pour navigateur que 99% des gens ont sur leur ordinateur et qui permet d'intégrer dans des pages web donc des programmes conçus avec la technologie Flash et le langage ActionScript, qui est le langage propre à Flash. Flash, c'est formidable, ça permet de faire des animations, d'intégrer des vidéos, de faire des choses très interactives, de faire des jeux vidéo. Tous les jeux que vous avez sur des sites comme Armor Games, Newgrounds ou des choses comme ça, c'est des jeux en Flash généralement. Ça permet de faire plein de choses. Ça a comblé des manques qu'il y avait dans HTML et JavaScript. Le problème de Flash, c'est que déjà, c'est pas intégré au navigateur. Il faut un plugin en plus que la plupart des utilisateurs ont, mais pas forcément la bonne version, où il y a des gens qui l'ont pas. Et en plus, c'est lourd. Il faut charger un plugin en plus. Donc, en termes de performance, c'est pas forcément idéal. Ce qui a un peu signé la mort de Flash, c'est l'arrivée du web sur mobile. Parce que déjà, t'es pas forcément super adapté. Flash sur mobile, c'est quand même quelque chose. Généralement, c'était des éléments en taille fixe qui s'adaptent pas à la taille du navigateur, des choses comme ça. Et aussi parce que Apple a décidé qu'il n'y aurait pas Flash installable sur les iPhones et les iPads. Du coup, ça coupait tout de suite 50% du marché mobile et ça devenait plus intéressant de faire du Flash parce qu'il y a la moitié des utilisateurs mobiles qui ne pourront pas l'utiliser. Android a eu des versions de Flash au début et ils ont vite abandonné également parce que de toute façon les gens ne faisaient pas du Flash pour mobile. Pour que les gens arrêtent d'utiliser Flash, il a fallu une alternative. Donc il a fallu intégrer dans HTML5 des fonctionnalités qui permettaient de faire la même chose qu'avec Flash. Une de ces fonctionnalités, c'est le Canva. Le principe d'une application en Flash, c'était qu'on va définir une zone dans la page dans laquelle on va charger un programme Flash qui, lui, va être composé d'animations, de choses comme ça. C'est un logiciel très graphique où dans l'éditeur Flash, on pouvait dessiner directement. C'est un super logiciel d'animation 2D en fait, qui sert toujours encore pour ça d'ailleurs, même en dehors du web. Et donc on pouvait faire facilement des animations dans Flash. Un autre problème, c'est que c'était un éditeur qui était payant. Donc pour faire du Flash, il fallait acheter un logiciel à, je sais pas, 600 €. C'est un logiciel Adobe, donc c'est à peu près les mêmes gammes de tarifs que Photoshop, Illustrator et compagnie. L'idée, ça a été de faire la même chose, mais directement en HTML. Un canvas, ça va être une zone dans votre page web qui de base est vide, mais dans laquelle vous allez pouvoir, grâce à JavaScript, rajouter des éléments et les animer et les faire interagir en fonction de ce que fait l'utilisateur. Donc ça permet par exemple de faire des jeux vidéo comme en Flash,
en ajoutant des personnages, des éléments, des objets, etc. et les animer en fonction de ce que l'utilisateur fait à la souris ou au clavier. Ça va permettre de mettre des animations plus ou moins complexes. Ça peut aller jusqu'au dessin animé carrément, mais alors là il y a encore des petits soucis de performance quand il y a beaucoup d'éléments à gérer. Mais sur des choses plus simples, vous avez Google Charts qui permet de faire des graphiques en HTML, donc des histogrammes, des camemberts, des choses comme ça, qui va pouvoir utiliser un Canva pour afficher les graphiques dynamiquement, donc les calculer automatiquement en fonction des valeurs que vous lui donnez, et pour également les animer à l'affichage, au survol ou des choses comme ça. Il y a une différence entre utiliser ça et utiliser une balise libre, par exemple, avec un ID, un identifiant et Alors, avec JavaScript. vous pouvez en JavaScript animer des choses dans des balises HTML classiques, mais il faudra, par exemple, si vous voulez importer une image, il va falloir créer à l'intérieur une balise IMG, charger une image dedans, et après, si vous voulez la déplacer, il va falloir jouer avec à chaque fois sa position, donc soit en rajoutant des marges, des choses comme ça. C'est pas vraiment fait pour. Ça peut fonctionner, mais c'est pas pratique à écrire quand vous avez beaucoup d'éléments animés, et en plus en termes de performance, c'est pas adapté. Le Canva, ça va vraiment permettre d'animer très rapidement des éléments, jusqu'à 60 images par seconde, de manière assez fluide, et d'avoir vraiment des fonctions qui permettent de dire placer cette image-là, la déplacer de tant de pixels, mettre un texte en dessous, enfin vraiment des fonctions adaptées pour ça. Alors je vais vous montrer deux petits exemples rapidement. Alors là, vous avez un exemple tout bête où toute la page, en fait tout le fond de la page est un canevas. Et vous avez sur ce canevas un dégradé, qui en fait n'est pas une image, qui est créé grâce à des fonctions auxquelles vous avez accès avec l'élément Canva. Vous avez une fonction pour créer des dégradés, où vous indiquez d'où il part, où il va, de quelle couleur à quelle couleur, et dans quelle direction. Pour vous montrer que c'est dynamique, si je déplace ma souris, j'ai un autre Canva qui est généré en fonction de la position de ma souris. Et donc, vous avez comme ça, dynamiquement, le Canva qui change de position et de couleur, enfin le dégradé du Canva. C'est un exemple qui ne sert pas à grand chose, mais qui sert à montrer que vous pouvez calculer en temps réel des images comme ça et les afficher. Vous allez également pouvoir ajouter dans ce Canva d'autres éléments, des images, des vidéos, des choses comme ça. On verra les exemples après avec des vidéos, mais vous pouvez par exemple importer dans un Canva des images d'une vidéo en temps réel pendant que la vidéo joue, et les modifier. Vous avez des fonctions pour inverser des images, rajouter des filtres dessus, les déformer, des choses comme ça. On va voir un deuxième petit exemple. Qui est un petit truc que j'avais fait quand j'étais étudiant, qui en fait utilise un Canva pour faire un espèce de snake à la souris, avec une animation qui suit la souris. Alors pareil, c'est une petite démo qui ne sert pas à grand chose, mais l'idée là, c'est que les différentes parties du verre là sont à chaque fois une image qui est importée sur le Canva, qui est placée en JavaScript, donc avec des coordonnées en pixels, et quand on déplace le curseur, ça va suivre le curseur et placer, calculer en fonction de la position du curseur. Si je vous montre le code ici de la page, il n'y a quasiment rien dans cette page. Je peux utiliser l'analyser. Vous avez ici un élément Canva qui fait donc cette taille-là, qui va contenir mon animation et donc les images importées, mais vous n'avez rien d'autre dans la page. C'est-à-dire c'est une page qui, sans JavaScript pour l'animer, ne contient rien. Et toute l'animation et l'ajout d'éléments va se faire dans un fichier JavaScript qui lui va contenir des fonctions qui vont permettre d'animer ces éléments en fonction du déplacement de la souris et ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui demandent une connaissance de JavaScript, qui peuvent être relativement
complexe. Bon là c'est un petit programme, mais il faut, pour placer les éléments, faire un peu de géométrie, des choses comme ça. Mais vous avez également tout un tas de bibliothèques JavaScript qui tirent parti de ces choses-là pour les faire à votre place en fait. Vous avez Sharp.js qui est une bibliothèque qui vous fait des graphiques animés avec des données que vous lui donnez. Vous donnez un tableau avec les chiffres et lui va faire le graphique de manière animée et lui va s'occuper de gérer le canevas. C'est-à-dire c'est des choses comme ça qui sont pas si compliquées que ça à utiliser même pour des gens qui font pas de JavaScript. Est-ce que vous avez encore une question par rapport à ça? Donc l'autre élément que permettait de faire Flash et qu'on n'avait pas dans HTML à l'époque, c'est l'audio et la vidéo, surtout la vidéo. Alors, de la vidéo dans des pages web, on en a depuis longtemps. Sauf que avant, on avait des balises object ou embed selon le navigateur qui permettaient d'intégrer des éléments vidéo. Mais en fait, c'était pas le navigateur qui lisait la vidéo. C'est-à-dire qu'on allait charger un plugin externe qui, lui, allait lire et afficher la vidéo. Alors, si on remonte vraiment loin, les gens avaient généralement QuickTime ou Real Player ou Windows Media Player qui avaient des plugins pour navigateur qui permettaient de lire des vidéos dans ces balises objets. C'était lourd, les gens ne l'avaient pas forcément installé, donc ils pouvaient se retrouver sans pouvoir voir la vidéo. Et on n'avait aucune garantie vraiment sur les formats qui pouvaient être lus sur tel ou tel ordinateur. Donc ça rendait les choses un peu compliquées pour mettre de la vidéo dans les pages. Il se trouve qu'après, on a commencé à utiliser Flash, encore une fois, pour afficher de la vidéo. L'idée c'est que Flash peut facilement, de base, lire des vidéos, soit en FLV, soit en MP4, et que, comme il est installé sur quasiment tous les ordinateurs, il suffisait de faire un lecteur vidéo en Flash, on en trouve encore plein de gratuits sur Internet, et de l'intégrer dans sa page web avec une adresse vers la vidéo, et les gens pouvaient lire la vidéo. C'est ce qu'a fait YouTube pendant extrêmement longtemps. Maintenant, ils utilisent en partie du HTML5, mais même maintenant encore sur la plupart des ordinateurs, vous allez sur YouTube, vous avez un player qui est en Flash et qui va s'occuper de charger et lire la vidéo. Alors le problème ça reste le même, il faut un plugin externe, c'est lourd, ça lit que quelques formats, et surtout ça ne marche pas sur mobile. Donc quand on a eu enfin des bandes passantes suffisantes sur mobile pour lire de la vidéo, avec la 3G principalement, les sites ont eu envie de mettre de la vidéo disponible sur mobile. C'est en partie ce qui a poussé à mettre de la vidéo dans HTML. L'idée c'est d'avoir une balise vidéo qui est similaire à la balise image en fait, IMG. Donc qui est assez simple d'utilisation, où on va pouvoir spécifier avec un attribut src l'adresse de la vidéo qu'on aimerait lire. Alors je vais vous montrer un exemple tout bête. C'est Acrobat qui m'a coupé le... Donc là, vous avez ici une balise vidéo qui pointe vers une vidéo en MP4 et qui est lue directement par le navigateur. Les contrôles que vous avez ici sont les contrôles du navigateur. C'est-à-dire que par défaut, vous allez utiliser des contrôles qui sont fournis par le navigateur. Si vous ouvrez cette page dans un autre navigateur, dans Chrome ou autre, vous allez avoir des contrôles ici qui sont différents. Après, vous aurez toujours un bouton lecture, un bouton pour le volume, un bouton pour mettre en plein écran, choses comme ça. Mais le design de ces boutons varie selon le navigateur. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, c'est pratique. Si vous avez un designer derrière qui voudrait que le lecteur vidéo ressemble exactement à ce qu'il a fait sur la maquette, il va falloir d'autres solutions. Alors, la première solution,
ça va être d'utiliser du JavaScript. Vous allez pouvoir en fait ajouter d'autres éléments, que ce soit des éléments boutons, des divs, n'importe quel élément HTML, et en JavaScript définir que quand on clique sur cet élément, ça va faire lecture, pause, ça va avancer à tel endroit de la vidéo, des choses comme ça. Vous pouvez définir des actions. Donc là, vous avez un bouton play qui lance la lecture de la vidéo. Ça, c'est un bouton qui a été placé en HTML. Vous avez ici une balise input avec ce bouton play. Vous pouvez également récupérer la longueur de la vidéo, où on en est dans la lecture, des choses comme ça, ce qui vous permet de créer votre propre interface avec ces éléments-là. Et après, vous pouvez la personnaliser avec du CSS pour la faire ressembler à ce que vous voulez. Par contre, il faut quand même du JavaScript, ça demande un peu de travail, etc. C'est pas forcément ça. Heureusement, il y a des solutions toutes faites qui existent. Une des plus utilisées, c'est Video.js, qui est en fait un lecteur en HTML5 avec du JavaScript qui a en fait déjà fait ce travail de construire l'interface. Donc vous avez ici une interface qui n'est pas l'interface de mon navigateur, mais qui est une interface en HTML. Donc ça, c'est des éléments HTML personnalisés en CSS et qui réagit en JavaScript. Et c'est une interface que vous allez pouvoir personnaliser. Alors là, il y a un exemple où vous pouvez régler la taille des éléments, changer certaines couleurs à la volée, etc. Alors ça, c'est pour l'exemple. Dans la pratique, vous allez installer ce lecteur sur votre site. Vous allez avoir un fichier de configuration où vous définissez la taille des éléments, la couleur, etc. Vous pouvez même aller plus loin en utilisant du CSS pour carrément redéplacer les éléments et tout. Et du coup, ça va vous faire un lecteur personnalisable déjà prêt à l'utilisation. L'autre intérêt de ce genre de solution, c'est que il y a encore quelques ordinateurs qui ne gèrent pas HTML5, des gens qui ont des vieilles versions d'Internet Explorer, généralement. Et il va automatiquement pour vous mettre un player en flash qui va s'afficher si l'utilisateur ne peut pas afficher le lecteur en HTML5. Ce qui vous permet d'être sûr que à peu près tout le monde peut lire votre vidéo. Alors, ça a plein d'avantages d'utiliser HTML5 pour les vidéos. Ça a aussi, encore aujourd'hui, quand même un certain nombre d'inconvénients. Est-ce que vous avez une idée des inconvénients que ça peut avoir par rapport à la lecture de vidéos en flash? Non? D'un côté, c'est bien si ça veut dire qu'on est un peu passé au-delà de ça, parce qu'il y a l'année dernière beaucoup de gens qui disaient j'ai entendu dire que les vidéos HTML5 c'est pas bien parce qu'on ne peut pas faire ça, qu'on peut faire en flash, etc. Le premier problème, qui en est de moins en moins un, c'est que tous les navigateurs ne lisent pas les mêmes formats vidéo. Si vous voulez mettre une vidéo sur votre site web, pour qu'elle soit lue en HTML5 dans un maximum de navigateurs, est-ce que vous savez dans quel format vous avez intérêt à la mettre? Sachant qu'il n'y a déjà pas énormément de formats de base qu'on utilise pour la vidéo pour le web. Non? Alors, MP4, ça va être un des formats les plus reconnus maintenant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, on a eu un problème au début, jusqu'à même il y a un an, c'était encore un gros problème, c'est que vous aviez certains navigateurs qui lisaient le MP4 et pas grand chose d'autre comme format vidéo, et d'autres navigateurs comme Firefox qui lisaient l'OGG, qui est en fait un format libre. Le problème, c'est que le format MP4 il est breveté, et que pour pouvoir faire un logiciel qui lit du MP4, à la base il faut un accord du consortium qui gère le MP4. Du coup, Firefox étant un logiciel libre avec une certaine charte, etc., ça les embêtait de devoir utiliser un format commercial comme ça. Du coup, ils supportaient que des formats libres.
sur lesquels il n'y avait pas de brevets, de royalties, etc. Du coup, il fallait mettre toutes ces vidéos dans 2 formats pour être sûr que ce soit lu partout. Ce qui a été problématique, ce qui est faisable en HTML5, vous pouvez spécifier 2 formats différents pour votre vidéo, même 4 différents, et le navigateur va prendre celui qu'il préfère, celui qui sait lire. Donc c'était faisable, mais il fallait convertir toutes les vidéos. Entre-temps, il y a Google qui est arrivé et qui a créé WebM, qui est un format qui était fait spécifiquement pour la vidéo en ligne et qui avait en gros les performances de MP4 sans les brevets dessus. Donc en disant utilisez ce format-là, comme ça on arrête de s'embêter, tout le monde utilise le WebM. Sauf qu'il y a certains navigateurs qui ont traîné à le mettre en place, comme Safari a priori, et du coup il y avait toujours un problème, on ne pouvait toujours pas utiliser un format unique. Ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près un an, il y a eu des modifications sur le brevet du format MP4. Il y a eu des annonces qui ont été faites comme quoi on ne ferait pas payer les utilisateurs du format, etc. Et que du coup, Firefox s'est enfin décidé à mettre du MP4 comme tous les autres navigateurs. Donc, de fait, le standard, même si c'est pas, disons que dans la spécification HTML5, il n'y a pas de format précisé, si vous utilisez du MP4 maintenant, vous êtes à peu près sûr de pouvoir le lire partout, sur tous les navigateurs, sur mobile également, tant que le navigateur est récent. Donc, heureusement, on a maintenant à peu près un format qui passe partout. Il y a encore des problèmes sur certaines versions de macOS avec Firefox, où ils ne peuvent pas le lire, mais bon, ça reste très minoritaire. Mais pendant longtemps, il y avait donc ce problème de format. Ce qui a un peu ralenti l'adoption de HTML5, et ce qui fait que par exemple sur YouTube, il y a un lecteur HTML5 qui marche très bien, mais qui n'est pas activé par défaut, parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça passe partout. Et sûrement que dans quelques années, 1 ou 2 ans, ils l'activeront par défaut pour tout le monde, s'il y a un nombre suffisant d'utilisateurs qui peuvent maintenant passer à HTML5. Dans les autres inconvénients, il y a un problème, il y a un truc qui fait que les ayants droit n'aiment pas forcément le HTML5. Quelqu'un sait pourquoi. Donc quand je dis les ayants droit, l'industrie musicale, cinématographique, etc. On a directement le lien de la vidéo. Voilà. Vous pouvez récupérer directement la vidéo. C'est-à-dire que sur une vidéo en HTML5, vous pouvez faire clic droit, copier l'URL de la vidéo et la récupérer comme ça. En Flash, c'est pas aussi facile. Il n'y a pas de bouton directement qui vous permettent de récupérer la vidéo. En vrai, des méthodes pour récupérer une vidéo sur un lecteur Flash, il y en a des dizaines. Vous faites une recherche Google, vous trouvez des méthodes qui permettent de récupérer une vidéo en Flash. C'est même pas forcément quelque chose d'illégal. Si vous la récupérez pour vous, pour votre propre usage, c'est de la copie privée, si vous la redistribuez pas derrière. Il y a quelques sites qui essayent encore d'empêcher le téléchargement de vidéos, qui ont des méthodes assez pointues pour ça d'ailleurs. Le replay d'M6 par exemple, c'est pas Sixplay maintenant je crois le site, qui empêche de télécharger les vidéos avec un système de jetons sécurisés, etc. Mais par exemple YouTube, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté d'essayer d'empêcher les gens de télécharger les vidéos. Ils ont compris que c'était peine perdue. Que tant pis, de toute façon, les gens vont quand même dans la majorité des cas aller sur le site, lire la vidéo, avoir la publicité, etc. Donc c'est pas si nuisible que ça. Mais ça freine quand même l'adoption d'HTML5 parce qu'il y a des entreprises qui disent « Ah non, je ne veux pas qu'on puisse récupérer facilement mes vidéos ». Voilà, moi j'ai bossé pour une boîte où ils ne voulaient pas, absolument pas, qu'il y ait de HTML5, même si on leur montrait qu'on pouvait récupérer très facilement la vidéo Flash également. Là où les gens changent d'avis, c'est quand on leur dit que de toute façon, si les utilisateurs sur mobile veulent pouvoir le lire, il faudra du HTML5. Et que donc c'est soit vous verrouillez vos vidéos, etc., mais vous avez presque à quoi la moitié des gens maintenant qui naviguent sur mobile, donc vous perdez la moitié de votre public, quoi. Les tablettes, les smartphones, ils ne pourront pas lire vos vidéos.
Généralement, ça convainc pas mal de mettre du HTML5 parce que ça permet de toucher un plus grand public. Pour la petite histoire, les premières à être passées massivement en HTML5 pour leurs vidéos, c'est les sites pornographiques. Parce qu'ils se sont rendus compte de leurs statistiques qu'il y avait énormément d'utilisateurs sur smartphone et tablet. Je comprends pas, mais ok. Comme quoi, il y a vraiment un intérêt commercial en fait. Malgré ce qu'on peut penser au début en pensant que ça va, que les gens vont plus regarder, ils vont juste télécharger. Un dernier inconvénient qui là est plus purement technique et qui est quand même effectivement pertinent, c'est que vous avez deux manières de charger des vidéos sur internet. Vous avez le streaming et le chargement progressif. En chargement progressif, la vidéo va charger dans l'ordre, en commençant par le début, et toute la vidéo comme ça. Donc si vous voulez voir la moitié de la vidéo au milieu, il va falloir attendre qu'il ait chargé jusqu'au milieu. Alors qu'avec du vrai bon streaming, vous pouvez aller aux trois quarts de la vidéo et il va commencer à charger à ce moment. C'est ce que vous avez sur YouTube. Si vous allez voir une vidéo et que vous voulez voir la fin, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il charge toute la vidéo. HTML5, dans la plupart des cas aujourd'hui, permet que le chargement progressif. Ce qui fait qu'en termes de performance, c'est embêtant parce que déjà les gens doivent attendre plus s'ils ne regardent pas la vidéo depuis le début. Et qu'en plus, il charge des parties qu'il ne va pas lire. Et du coup, pour les serveurs, ça fait une charge supplémentaire. Donc, il y a un inconvénient à ce niveau. Même s'il commence à y avoir des techniques pour faire du vrai streaming en HTML5. Alors, je vous ai parlé que de la balise vidéo. Vous avez une balise audio qui en fait fonctionne exactement pareil. Où vous allez avoir donc une balise audio avec un attribut SRC et indiquer comme ça le fichier audio que vous voulez lire. De la même manière, vous avez des contrôles par défaut du navigateur où vous pouvez faire vos propres contrôles. Ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de zone en fait pour afficher la vidéo, c'est juste de l'audio. Le problème est le même, c'est que c'est du chargement progressif, c'est pas fait de base pour faire du streaming, et donc les web radios ou les choses comme ça où il faut pouvoir prendre le chargement en vol continuent en partie à utiliser du flash pour ça, même si pareil il commence à y avoir des méthodes pour faire du vrai streaming en HTML. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sachant que la vidéo c'était vraiment la fonctionnalité qui était attendue pour HTML5 et qui a un peu permis de changer la donne et de refaire passer les gens en HTML, les gens qui utilisaient du Flash. Alors, tout un autre champ de fonctionnalité qui a été apporté par HTML5, c'est les nouveaux formulaires. On pouvait déjà en HTML4 faire des formulaires avec des champs texte, des boutons, des choses comme ça, et on pouvait déjà faire pas mal de choses. L'idée là, c'était de rajouter de nouveaux types en fait, de champs pour les formulaires, avec un intérêt tout particulier pour le mobile en fait. Vous avez par exemple un champ email qui indique que ce qu'on va remplir dans ce champ là, c'est pas du simple texte, c'est spécifiquement un email. Alors dans un champ texte classique, vous pouvez déjà mettre une adresse email, ça pose pas de problème, on pouvait utiliser un champ texte normal. L'intérêt, il est principalement sur mobile, encore une fois, où on va pouvoir afficher un clavier en fait différent. Vous avez sur votre mobile un clavier virtuel qui s'affiche quand vous voulez remplir un champ. Si le champ est de type email, il va vous afficher l'arrobase, directement bien visible, le point, les caractères que vous allez utiliser dans un email. Il ne va pas vous afficher les accents ou les choses comme ça, ou en tout cas pas directement, parce que c'est des choses que vous ne mettez pas dans une adresse email. Ça dépend après de votre système sur mobile, mais en tout cas vous allez donner cette indication au navigateur
et lui va vous afficher un clavier plus adapté. Pareil pour le type number, donc pour des nombres, où vous allez avoir un clavier uniquement numérique, ce qui est plus pratique pour taper les choses. Vous avez également des nouveaux types de champs, type range pour une glissière, donc un petit élément que vous pouvez déplacer pour augmenter ou diminuer un nombre, généralement. Date pour afficher un petit calendrier, des choses comme ça, ou pareil, rentrer une date sur un navigateur desktop, enfin de bureau. Si vous devez taper 23/12/2014, c'est pas forcément gênant. Sur mobile, c'est un peu plus long, c'est un peu plus pénible. Donc avoir un petit calendrier qui permet de sélectionner la date, c'est plus adapté. On avait déjà des calendriers qui existaient en JavaScript, en CSS, etc. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas forcément adaptés pour mobile. C'était quelque chose qu'il fallait charger en plus, qui rajoutait du poids à la page. Là, l'intérêt, c'est ce qu'il va vous prendre, c'est le calendrier du système. C'est un élément d'interface que l'utilisateur il connaît et qui va retrouver dans différentes applications. Donc, il aura ses repères, il pourra très rapidement sélectionner une date ou une heure, s'il a l'habitude. Alors, ça fait hurler certains designers parce que c'est pas personnalisé, c'est pas adapté au design du site et autres, mais en même temps, le fait d'avoir un élément qui est celui du système, ça a un confort pour l'utilisateur aussi. De la même manière, vous avez un élément search qui va indiquer un champ de recherche. Alors pareil, on peut utiliser un champ texte pour faire une recherche. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est un petit... Alors ça dépend du système, mais par exemple sur un iPhone, vous allez avoir le petit symbole de loupe avec un champ arrondi, comme vous avez dans toutes les applications quand il y a une recherche. Vous allez avoir la petite croix qui permet d'effacer la recherche si vous voulez chercher autre chose, des choses comme ça, qui sera le même que dans d'autres applications, donc rapidement reconnaissable par l'utilisateur qui veut faire une recherche. Vous avez également des options supplémentaires pour vos formulaires. L'autofocus, c'est-à-dire que vous pouvez définir un champ qui est qui est sélectionné automatiquement quand vous arrivez sur la page. Typiquement, vous allez sur Google, là il a directement sélectionné le champ de recherche, je peux commencer à taper dedans tout de suite. J'ai pas à cliquer dessus pour le sélectionner et après taper. Si vous avez un champ principal, c'est très pratique parce que ça permet à l'utilisateur de gagner du temps. Vous avez également les placeholders qui sont des textes, je vais vous montrer un exemple, qui sont affichés. Alors, Microsoft qui met pas ses certificats à jour. Voilà. Qui sont affichés ici en termes d'exemple en fait. Par exemple, vous demandez un numéro de téléphone, vous pouvez mettre ici un exemple qui est un peu grisé, qui indique quel format doit avoir le numéro de téléphone. Si je clique et que je commence à taper, ça affiche ce que je tape à la place. Ça permet visuellement de donner des indications aux utilisateurs et donc de faciliter leur lecture du formulaire. C'est des petites choses toutes bêtes mais qui rendent ça beaucoup plus agréable à utiliser. À savoir que c'est vraiment pour donner un exemple et pas pour indiquer ce qu'on doit mettre dans le formulaire. Vous avez quand même ici un champ adresse email, numéro de téléphone, etc. Il y a un certain nombre de sites qui utilisent ce champ-là, enfin le placeholder du coup, pour indiquer ce qu'il doit y avoir dans le champ. Par exemple en mettant ici numéro de téléphone. Le problème avec ce genre de technique, c'est que vous commencez à remplir quelque chose, vous partez faire autre chose sur un autre onglet, vous revenez, mince, qu'est-ce qu'il fallait mettre dans ce champ-là? C'est plus affiché. Donc c'est bien pour avoir un exemple, mais l'information par contre, ici numéro de téléphone, elle doit être visible en permanence. L'autre attribut que vous pouvez avoir, c'est required, donc pour mettre des champs qui sont obligatoires. C'est intéressant dans un formulaire d'avoir une validation des champs avec des champs qui sont obligatoires. Le formulaire n'est pas validé s'ils ne sont pas remplis. On pouvait déjà faire ça en JavaScript ou côté serveur également. Quand la requête est envoyée au serveur, on vérifie côté serveur si tous les champs ont été remplis. Il faut continuer à le faire parce que si l'utilisateur a un vieux navigateur qui ne gère pas cette fonctionnalité-là, il pourra l'envoyer
sans avoir tout rempli, et en plus c'est facile de passer outre ce genre de choses. Donc c'est pas une méthode pour vraiment valider un formulaire, c'est plus une indication visuelle pour l'utilisateur. Là on voit que j'ai du rouge autour de mon formulaire, enfin de mon champ de formulaire, parce que je ne l'ai pas rempli. Donc c'est une indication qui est simple, qui est rapide. Et vous avez en plus, quand j'essaie de valider le formulaire, un message qui me dit veuillez compléter ce champ et qui met en rouge tous les champs obligatoires que j'ai pas remplis. Ce message-là, il est fait par le navigateur. Ça sera le même sur tous les formulaires. Et il est dans la langue de l'utilisateur du navigateur. Là, je suis dans un formulaire qui est en anglais. Il va afficher ici cette information-là en français. Ce qui, dans certains cas, a un avantage, dans d'autres, un inconvénient. Donc, à voir selon l'utilisation du site. Il y a un autre intérêt aussi, c'est qu'il va valider les différents types de champs. Là, j'ai un champ email. Ce que j'ai mis ici, c'est pas une adresse email valide, parce qu'il y a des espaces. Il n'y a pas d'espace dans une adresse email. Si j'essaie de valider, le navigateur me dit que ce n'est pas une adresse courriel valide. Pareil donc pour des URL, des numéros, etc. Pour les numéros, vous avez également la possibilité d'avoir des petits plus et moins comme ça qui permettent facilement d'incrémenter le numéro, au clavier également, ce qui est aussi une assistance en plus pour l'utilisateur. Vous pouvez même spécifier des paliers d'incrémentation avec la 10 par 10 par exemple, au lieu de 1 par 1. Voilà, donc c'est toutes ces fonctionnalités-là qui vont permettre de faire des formulaires un peu plus agréables pour l'utilisateur et avec un peu une uniformisation de l'expérience utilisateur entre les formulaires sur les différents sites. Ce qui n'empêche pas après de personnaliser ces formulaires avec du CSS. La plupart de ces éléments-là, ils restent encore personnalisables avec du CSS pour changer la couleur du formulaire, sa taille, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Je vais vous recopier des choses, comme je l'ai dit, on vous envoie aussi les diapos après. J'ai jamais reçu. C'est vrai? Vous étiez, Juste quelques fois, mais il n'y a pas tout le temps. vous étiez inscrit ou... Oui, je On a suis inscrit, inscrit. on a signé. Vérifiez si c'était pas passé dans le spam, enfin je peux regarder après, mais normalement on les envoie régulièrement. On a un peu de retard là, sur les 2-3 dernières formations, mais... Les dernières, ouais, bah ça va partir là. Ouais. Je suis désolé, je suis bénévole, j'ai un travail à côté. Voilà, non, ok. Non, parce que si ça arrive pas, quand même, je vais m'inquiéter après. Si ça arrive pas chez les gens, je vais quand même m'inquiéter après. Quoi. Non, mais je pense que Bon, au pire, je vérifie. Donc, on a parlé rapidement avant, les balises sémantiques. Alors, c'est peut-être la partie la moins glamour de HTML5 et qui a peut-être pas un intérêt évident directement pour les utilisateurs. C'est que HTML, c'est un langage qui permet de structurer des documents et de donner des indications sur telle ou telle partie du document. On a des balises H1, H2, etc. qui vont indiquer des titres. On va pouvoir indiquer comme ça ce qu'il y a un paragraphe, ce genre de choses, mais ça reste assez limité en termes de sémantique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer la structure du document, mais en HTML4, on ne peut pas tellement indiquer le sens de tel ou tel élément. Un div, ça va indiquer que c'est un bloc, mais par exemple, on ne va pas indiquer si ce bloc, c'est un élément de navigation, c'est un pied de page, c'est un corps de texte, des choses comme ça. En même temps, c'est une information dont l'utilisateur n'a pas besoin. Un utilisateur, il sait reconnaître visuellement, sur un site qui est bien designé, à quoi sert tel ou tel élément. Par contre, c'est une information qui intéresse beaucoup les moteurs de recherche. L'idée, ça va être d'indiquer à Google et aux autres moteurs de recherche à quoi sert tel élément dans la page. Donc on va pouvoir dire cet élément c'est l'entête de la page, cet élément c'est le pied de page, cet élément c'est le texte principal. Et donc on va pouvoir utiliser ça pour prendre les mots-clés dans le texte le plus pertinent, du coup le texte principal. Donc vous allez pouvoir utiliser des balises là pour indiquer
tel ou tel élément, quelle est sa signification. Donc en mettant votre menu dans une balise nav, vous indiquez ça, c'est un élément de navigation. C'est pas un élément de texte avec du contenu textuel. Il y a aussi un intérêt pour l'accessibilité, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de logiciels d'assistance pour les personnes malvoyantes ou avec des problèmes moteurs ou des choses comme ça, qui vont utiliser ces informations pour avoir des raccourcis permettant d'aller directement au menu ou d'aller directement à l'article principal ou des choses comme ça. Donc ça a aussi un intérêt pour ça. Au niveau des moteurs de recherche, c'est utilisé pour trouver le contenu le plus pertinent, également pour afficher des informations supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez ici des éléments qui sont repris du menu du site de StrassWeb qui vont être affichés ici. Alors, Google a des algorithmes pour reconnaître les menus, déjà, bien sûr. Mais en utilisant une balise nav, on va lui indiquer spécifiquement, ça c'est un menu, t'as pas à te poser la question, prends tes éléments ici. Du coup, ça facilite ce travail de référencement. Au final, c'est quelque chose qui n'est pas du tout indispensable sur un site web, mais qui est une habitude à prendre en fait. Pour définir un bloc de pied de page, plutôt qu'utiliser une balise livre, on va prendre une balise footer. Voilà, c'est juste une habitude à prendre et qui rajoute pas énormément de travail. Bon, je vais pas m'étendre dessus parce que visuellement, après, il n'y a pas grand chose à montrer du coup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Quand vous dites section, généralement, elles sont propres en tête. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas détaillé, mais alors section, c'est honnêtement c'est un peu polémique et tout le monde n'est pas d'accord sur le sens que ça a on n'est même pas sûr de toujours comprendre exactement à quoi ça fait référence. Mais l'idée c'est que c'est un peu une section générique d'un article. Une section, on va considérer que c'est quand il y a un titre et du texte en dessous. Alors pour un article, c'est-à-dire c'est un contenu que vous pouvez prendre et publier ailleurs tel quel. Vous prenez un article de blog avec son titre et son contenu, ça vous allez le prendre et vous le mettez ailleurs sur un autre site, avec son titre, son auteur, etc. Ça reste un article, ça a une pertinence en tant que tel. Une section, ça va être plutôt un bloc de quelque chose de plus large. Vous prenez la page d'accueil d'un site d'agence qui va présenter les activités de l'agence, vous allez avoir une partie design, une partie formation, des choses comme ça. Ça va être des sections. C'est des blocs qui sont délimités, qui ne parlent pas de la même chose, mais que vous n'allez pas tellement pouvoir utiliser de façon autonome, contrairement à un article. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est des différences qui sont assez subtiles en fait, au final, et qui ne sont même pas forcément tranchées pour tout le monde. Section, c'est moins flexible que l'article, on avait voulu prendre l'article plutôt que. C'est deux besoins différents. C'est pas la même chose. Ouais. Article, ça va être vraiment un article, un contenu textuel principal de votre page, qui est un peu tout seul. Section, ça va être plus pour des éléments, plusieurs. Vous allez généralement avoir un article dans la page et plusieurs sections ou des choses comme ça. En fait. Un article est contextualisé en fait. L'article a sa propre date. On peut mettre un article et une section à l'intérieur de l'article ou. Ce serait plutôt, généralement c'est plutôt des sections peuvent contenir plusieurs articles, etc. Mais en fait, la section, si on veut, c'est ça, c'est l'idée simplement d'avoir un bloc de contenu qui a un sens. Simplement dire que tout ce qui est dedans, en fait, ils sont reliés dans le même sens. Alors que l'article, c'est vraiment l'idée de pouvoir, comme disait Pierre, en fait, de prendre le matériel. Un article de blog, il a une date, il a un auteur, il a. Alors aujourd'hui, avec les dates, donc les valises sur un time ou autre, on peut vraiment avoir un contexte qui est défini par l'article et pas comme ça. Je vais répéter pour le micro. En gros, oui, un article, il a une autonomie, il suffit à lui-même, il a sa date, son titre, etc. Alors qu'une section, il va faire partie d'un ensemble de sections qui sont reliées par un sens commun. Justement, d'en parler, toujours dans le même genre, vous avez des choses encore plus obscures et encore moins utilisées. Vous pouvez indiquer ce qui est une date ou une heure avec une balise time. L'intérêt, là, il est purement, non pas que, mais surtout pour les moteurs de recherche, un peu pour mobile, c'est-à-dire que vous avez des tonnes et des tonnes de façons de marquer l'heure et la date dans du texte. Selon les pays, mais même dans le même pays, vous pouvez mettre, je sais pas, le 23 août ou 23/08, il y a plein de façons de le noter.
Surtout qu'en plus, il y a des choses qui se ressemblent entre les formats américains et les formats français. Si vous avez de 2014/02/03, est-ce que c'est le 3 février ou le 2 mars? Selon le pays, c'est pas forcément clair. Voilà. L'intérêt, ça d'avoir sur cette balise time qu'on va utiliser pour encadrer une date ou une heure, vous allez avoir un attribut date time dans lequel vous allez mettre en fait l'heure dans un format standardisé. C'est un format ISO qui est international, qui est standardisé, et donc vous savez exactement de quelle date vous parlez. L'intérêt, c'est d'une part pour les moteurs de recherche qui vont repérer une date, notamment pour les dates de publication d'articles, dont ils sont assez friands pour savoir si un article est récent ou pas, pour l'afficher, le mettre en avant s'il est d'actualité ou des choses comme ça. Et vous avez également pour mobile certains navigateurs mobiles qui vont vous permettre de cliquer sur les dates, enfin de toucher les dates pour les ajouter à votre agenda. L'avoir dans un format standardisé, ça permet au navigateur d'être sûr de quelle date c'est. Parce que comme je disais, entre les formats qui se ressemblent, si votre navigateur il vous ajoute la mauvaise date dans l'agenda, c'est pas super pratique. Voilà, donc ça sert surtout à ça. Et marque, c'est encore plus obscur, c'est quand vous faites une recherche sur un site, il y a certains sites qui vont vous afficher le mot que vous avez cherché dans les résultats en surligné, en jaune généralement, quelque chose comme ça, pour faire apparaître dans les résultats de recherche le mot que vous avez cherché. Le CSS, Mais c'est fait avec du CSS généralement. Ah, ok. Et la balise marque, ça va être de faire ça, mais en plus de lui donner un sens en fait. C'est-à-dire que un moteur de recherche ou même un navigateur, il va pas savoir que parce que c'est en jaune, c'est que c'est un résultat de recherche. Il analyse pas, il donne pas un sens aux couleurs. L'être humain qui va lire le texte, si. Là, l'idée, c'est de donner un sens à ces éléments en disant c'est l'élément qu'on a cherché, qu'on surligne, etc. Honnêtement, ça a un intérêt pour certains cas dans le référencement, mais c'est vraiment obscur, comme je disais. C'est pas quelque chose d'extrêmement utilisé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces balises sémantiques? Il y a des navigateurs qui utilisent les attributs de datetime pour afficher la date correctement. Je crois pas. Il y a des extensions de certains navigateurs qui permettent de le faire. Ou par exemple au survol d'une date, il va afficher une infobulle avec la date dans le format standardisé, des choses comme ça. Mais de base, les navigateurs vont pas l'utiliser. C'est pour ça que l'intérêt direct pour l'utilisateur lui-même, il reste assez limité. Et c'est efficace, Marc, au niveau du référencement, ça prend vraiment le mot-clé qu'on met par exemple Marc, une balise pour un mot-clé. Marc, honnêtement, c'est quasiment pas utilisé et c'est pas indispensable. Ouais. Surtout qu'il y a autant d'automatisme maintenant, il faut récupérer soi-même le mot-clé qu'il cherche et mettre automatiquement dans le retour. Ouais. Il y a certains CMS qui vont le faire automatiquement, et bon, si c'est automatisé, c'est toujours un plus, hein, mais c'est pas indispensable. C'est comme vous pouvez faire du très Je bon. pensais que comme c'était manuel et comme c'était Marc, peut-être que c'était une priorité par rapport. Non, enfin ça donne un peu plus de poids au truc, mais vous pouvez faire du très bon référencement sans ces balises-là, mais c'est toujours un poids supplémentaire. Donc si vous pouvez l'automatiser, vous avez quasiment maintenant tous les templates de WordPress qui vont vous mettre les balises articles autour des articles. Si vous n'avez pas de travail supplémentaire à faire, tant mieux. C'est un poids en plus pour le référencement. Mais c'est des choses qui sont assez difficiles à jauger en fait, l'efficacité de ces choses-là. Mais je vais revenir dessus parce qu'on va voir quelque chose. Est-ce que je l'ai dedans? Ouais, on va voir quelque chose d'un peu similaire. Voilà, plus tard, donc je reviendrai dessus quand on verra les microdonnées. En attendant, on va revoir des choses un peu plus fun. La géolocalisation, qui est une fonction à la fois formidable et terrible pour certaines questions de vie privée. C'est-à-dire que maintenant, un site web, une application web peut demander à connaître votre position. Avant que ce soit possible sur le web, c'était possible via les applications mobiles. Pour afficher les magasins près de chez vous, pour indiquer sur un post Facebook dans quelle ville vous vous trouvez,
des choses comme ça. C'était un avantage par rapport, que les applications mobiles installables avaient par rapport aux applications web. Donc naturellement, c'est quelque chose qui a été ajouté dans HTML5 pour que les applications web puissent aussi le faire. L'idée, ça va être de demander à l'utilisateur s'il est d'accord pour qu'on utilise sa position. Et donc après, pouvoir en JavaScript utiliser cette position pour en faire tout un tas de choses. Afficher la position sur une carte, afficher des recommandations personnalisées en fonction de la ville, des choses comme ça. C'est utilisé quand même par pas mal de choses. Twitter vous permet sur mobile d'afficher là où vous êtes quand vous postez un tweet. Vous pouvez avoir en dessous la ville généralement. La plupart des sites de cartes, Google Maps, OpenStreetMap, etc. ont une fonction qui vous montre sur la carte où vous êtes. Des choses comme ça. Le risque, ça aurait été que des sites exploitent ça à votre insu pour vous afficher des choses en fonction de là où vous êtes. Et qui traquent vos déplacements et typiquement des sites de voyage ou des choses comme ça, s'ils savent votre origine, votre destination, etc., sans que vous soyez passé par leur site, mais que vous êtes allé sur le site avant et après vous êtes déplacé, pour eux, pour le marketing, c'est du pain béni, c'est une information qui a une grande valeur. Heureusement, il y a des limites pour éviter ça. C'est-à-dire qu'un site web vous demandera toujours l'autorisation, enfin c'est le navigateur qui vous demandera toujours l'autorisation avant de fournir votre localisation. Il y a après un peu deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a des navigateurs qui vont vous demander à chaque fois qu'une page demande votre emplacement. D'autres navigateurs vous demandent une fois pour le site et après considèrent que vous avez autorisé ce site-là et que du coup vous êtes toujours d'accord. Il y a aussi de plus en plus de navigateurs qui vont vous mettre une petite case à cocher, retenir tout le temps ou pas. C'est pas forcément une bonne chose de partir du principe que dire OK une fois, ça veut dire OK tout le temps, parce que vous pouvez avoir besoin de vous localiser quand vous allez sur Google et que vous êtes en vacances et que vous voulez qu'il vous trouve des trucs près de chez vous, et vous n'avez pas forcément envie qu'il vous localise quand vous êtes chez vous tranquillement juste pour faire une recherche. D'où l'intérêt de demander à chaque fois, même si c'est pénible du coup pour l'utilisateur. Alors, comment fait votre navigateur pour vous localiser? Il y a trois méthodes principales qui existent. Il y a l'adresse IP. C'est-à-dire que chaque ordinateur connecté à Internet, ou en tout cas chaque connexion Internet, a une adresse, donc une suite de numéros qui identifie cette connexion. Pour les connexions fixes, ADSL, fibre optique, etc., il y a des bases de données qui existent où on sait à chaque adresse IP dans quelle ville la connexion se trouve. C'est généralement pas plus précis que la ville, à la limite l'arrondissement pour les grandes villes. Et c'est des bases de données qui sont d'une part constituées d'informations que fournissent les fournisseurs d'accès et d'autre part il y a des sociétés commerciales qui se spécialisent dans la récupération de telles informations. C'est vrai que par exemple quand on tape dans Google café, je sais pas, de la Cigogne, par exemple n'importe quoi, tout de suite on est sur Strasbourg. Il y a tous les, on ne présente pas les autres villes. Voilà, parce que y a un intérêt pour l'utilisateur. L'utilisateur, il a envie qu'on lui propose des choses pertinentes par rapport à là où il se trouve. Justement, cette technique d'adresse IP, elle n'a pas besoin de l'accord de l'utilisateur. À chaque fois que vous vous connectez à un site, vous donnez votre adresse IP. C'est une adresse qui est utilisée pour les bases des connexions Internet, vous ne pouvez pas vous en passer. Pour un exemple même plus large, c'est que vous allez sur google.com, vous arrivez sur Google France. Parce qu'il détecte que vous avez un ordinateur en France. Si vous avez une adresse IP en Allemagne, il va vous mettre sur Google en Allemagne. Après, c'est pas très précis, vu que c'est à l'échelle de la ville. Pour des choses vraiment en mobilité, je suis dans une rue et je veux savoir ce qu'il y a comme café dans cette rue, c'est pas forcément assez précis. L'autre problème, c'est que sur mobile, c'est pas fiable parce que votre adresse va être soit tout le temps la même, ce qui est rare sur les opérateurs, soit aléatoire à chaque fois que vous vous connectez à la 3G.
Et du coup, comme vous pouvez très bien vous déplacer d'un bout à l'autre de la France, l'adresse IP, elle va pas être fiable pour la localisation. Donc, on a d'autres méthodes. On a d'une part le GPS, que je n'ai pas listé là d'ailleurs. La plupart des smartphones maintenant ont un GPS, donc qui utilisent des satellites pour vous positionner de manière assez précise. Ça peut généralement aller jusqu'au mètre près. Et donc là, il faut une autorisation, mais si vous autorisez le site à accéder à votre emplacement et que vous, dans les paramètres de votre téléphone, vous avez activé le GPS, le site va pouvoir savoir très précisément où vous vous trouvez. Le problème du GPS, c'est que c'est un peu lent. Il y a des techniques maintenant en utilisant le GPS plus la 3G qui permettent d'avoir des résultats en quelques secondes, mais de base ça peut prendre 1-2 minutes, on peut avoir un emplacement via le GPS. Quand vous êtes pressé d'avoir une info sur un site, c'est trop long. En plus, ça marche pas en intérieur, le GPS, parce que les ondes GPS envoyées par les satellites ne passent pas à l'intérieur des bâtiments. Donc à moins d'être proche des fenêtres, ça marchera pas. Et voilà, le dernier inconvénient, c'est que ça utilise beaucoup la batterie et les ressources du téléphone. Donc on a développé d'autres techniques pour pas forcément remplacer le GPS, mais à utiliser pour assister le GPS, pour avoir soit un emplacement approximatif en attendant qu'on ait le résultat du GPS, soit pour permettre d'avoir plus rapidement le résultat du GPS et utiliser moins de ressources. Pour ça, on peut faire de la triangulation. Soit avec les réseaux Wi-Fi, soit avec les antennes téléphoniques que vous avez un peu partout. Il faut savoir que, par exemple, Google a une base de données géographiques de tous les réseaux Wi-Fi du monde, la plupart des grandes villes. Justement, quand ils font passer leurs super camions Google Street View qui prennent des photos des rues, au passage, ils vont collecter les réseaux Wi-Fi alentour et avec un GPS noter l'emplacement. Donc quand on est ici, on capte ce réseau Wi-Fi. Vous avez également, selon les réglages de votre téléphone, la possibilité de participer à un super programme de Google qui fait qu'à chaque fois que vous vous localisez, il va capter les réseaux Wi-Fi autour de vous et l'envoyer à Google. Donc Google a une super base de données de tous les réseaux Wi-Fi et des réseaux Wi-Fi par lesquels vous passez. Alors ça pose des questions en termes de vie privée, mais a priori c'est fait dans le respect de la légalité. Parce que vous pouvez demander à ne pas être cartographié. Si vous rajoutez underscore, donc tiré-bas, nomap à la fin du nom de votre réseau Wi-Fi, eh ben, il ne sera pas enregistré dans la base de données. Donc, légalement, du point de vue de l'Union Européenne, c'est bon. Le nom de votre... Le nom du réseau Wi-Fi. Chez vous, votre box, vous changez le nom, vous mettez à la fin underscore nomap, ils n'ont pas le droit de l'enregistrer. Sauf que dans la pratique, il ne faut pas se leurrer, la plupart des gens ne sont pas au courant et s'en fichent. Voilà. La base de données de Google, elle est propriétaire, c'est eux qui ont accès, ils donnent des licences pour y avoir accès, mais ce n'est pas une base qui est librement accessible comme ça. Elle est commerciale. Vous avez d'autres opérateurs qui ont des bases similaires, Nokia, a priori, Apple aussi, je suppose, d'autres bases comme ça. Mais effectivement, ça peut poser des questions de vie privée. Vous avez d'ailleurs Mozilla qui, pour l'instant, dans Firefox, utilise la base de Google pour ces choses-là, mais qui est en train de travailler sur une base du coup, qui serait pas commerciale et qui aurait une charte de respect de la vie privée plus stricte que celle de Google. Et qui n'est pas faite du coup à l'insu des gens avec leur téléphone ou avec des voitures, mais c'est les gens qui contribuent des données en installant une application sur leur téléphone et en choisissant quand est-ce qu'ils envoient les informations. C'est un essai pour rendre ça un peu plus respectueux de la vie. Et donc, il y a la même chose aussi avec les antennes 3G. On a la position, Google par exemple a la position des différentes antennes de téléphonie. Soit, pareil, quand ils font passer leur voiture, ils enregistrent le signal des différentes antennes dans le coin, soit avec des accords avec les opérateurs de téléphonie qui leur donnent l'emplacement précis de toutes leurs antennes.
Là, il y a moins de questions de vie privée parce que c'est une information, enfin, les antennes appartiennent à des entreprises, pas à des personnes, ça pose moins de problèmes. Et vous avez d'ailleurs des projets collaboratifs pour faire la même chose. Mais du coup, sous licence libre, pas faire une base de données commerciale comme celle de Google. Vous avez notamment OpenCell ID qui va cartographier les antennes dans la plupart des villes, si j'arrive à zoomer assez. Voilà, là vous avez des antennes à Eunheim avec ici par exemple une antenne orange avec son identifiant, sa position, etc. C'est en fait basé sur des estimations, c'est-à-dire que les utilisateurs qui contribuent à ça, ils ont une application qui leur permet de faire des mesures et après de les envoyer. Et avec les différentes mesures, on peut estimer la position d'une antenne en fonction du signal. Si à tel endroit le signal est faible, à tel endroit il est fort, etc., on peut estimer de manière plus ou moins précise la position d'une antenne. Là, on parle bien de 3G, des réseaux mobiles. Des antennes de réseau mobile, oui. J'avais entendu que sur Paris, par exemple, il y avait des antennes où il y avait des zones mortes, parfois sur certaines rues, on se retrouvait sans réseau. Oui, alors c'est un projet qui permet aussi de vérifier où est-ce qu'il n'y a pas de réseau. Vous avez une autre carte qui est passée là où vous avez la couverture réseau. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en ville, vous avez des antennes qui sont directionnelles, souvent, qui émettent que dans une certaine direction. Et donc parfois, il y a des angles morts, des endroits où vous n'avez pas mais ça reste relativement rare, quoi. Ça permet aussi de se rendre compte que des antennes de téléphonie mobile, il y en a partout, quoi. Même là, vous êtes à Eunheim, mais il y en a une tous les 30 mètres. Là. Donc, au centre-ville, il y en a partout des antennes de téléphonie. On imagine toujours les grandes antennes qu'on voit à la campagne, mais en fait, vous en avez sur les immeubles, des petites antennes comme ça, qui émettent un peu partout. Donc, bref, on va pouvoir utiliser, du coup, le navigateur va pouvoir utiliser ces informations-là pour estimer votre position. Si quand vous acceptez de donner votre position, le navigateur accède à la liste des réseaux Wi-Fi et des réseaux mobiles que vous avez autour de vous, et la puissance du signal, il va pouvoir faire une triangulation et estimer à partir de ces données votre position de manière quand même relativement précise. On peut aller jusqu'à 10 mètres près. Donc, et de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins de ressources que du GPS. Donc, on va voir un exemple tout de suite. Là, on voit que Firefox me demande si je veux partager ma localisation avec ce site. Si je dis non, je peux ne jamais partager ma localisation avec ce site-là, ou fermer, le site n'aura jamais accès à ma position, sauf l'adresse IP, mais qui reste vraiment pas précise. Donc, il faut toujours une action de l'utilisateur pour accéder à la position. Par contre, une fois que j'accepte, le site va pouvoir récupérer les coordonnées, donc la latitude et la longitude, et en faire ce qu'il veut. Ici, mettre un pointeur sur une carte. On voit que c'est pas du tout précis pour le cas, parce que j'ai un ordinateur qui est en filaire, qui est donc pas connecté au Wi-Fi, il y a le Wi-Fi désactivé, et qui n'a pas de téléphonie mobile dessus. Donc, il fait une estimation avec l'adresse IP qui est pas précise du tout. Par contre, si j'étais en Wi-Fi, il pourrait nous mettre, enfin vous pouvez tester facilement avec un téléphone portable ou un ordinateur portable en Wi-Fi, il peut vous mettre à peu près dans le bâtiment où on est. Un exemple concret sur un site, sur un vrai site, vous avez OpenStreetMap, donc qui est un concurrent de Google Maps, qui est une base de données cartographique collaborative. Où vous avez ici affiché mon emplacement et il va pouvoir nous l'afficher comme ça. On voit ici qu'il y a un grand cercle autour, c'est en fait la précision de l'emplacement, c'est-à-dire que le navigateur, en plus des coordonnées, va renvoyer une mesure de précision qui va permettre de savoir si on est sur du 1 mètre près ou ici du 2 km près, quoi. Donc ça va permettre aussi d'affiner les informations qu'on affiche en fonction de la précision de l'emplacement renvoyé. Voilà, donc vous voyez ici que l'adresse IP c'est pas super précis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la géolocalisation ? Sachant que c'est utilisé par de plus en plus de réseaux sociaux, de moteurs de recherche.
Oui. Une question. Si on ne répond pas à la question de l'autorisation. Alors en fait, si vous répondez pas, alors déjà le site n'aura jamais votre position tant que vous n'aurez pas répondu. Et généralement, sur la plupart des sites, vous avez un time-out, un délai d'attente, au bout duquel il va arrêter d'attendre et il va afficher une erreur ou il va afficher une information standard. Voilà. À savoir que là, ce que j'ai montré, c'est une demande ponctuelle d'emplacement, mais on peut aussi demander un suivi, c'est-à-dire si vous êtes en déplacement. En fait, à chaque fois que vous allez vous déplacer, ça va renvoyer la nouvelle position au site. Il y a des applications qui utilisent ça aussi. Typiquement les trucs type GPS, assistance de navigation, des choses comme ça. Donc, si on autorise, c'est une fois pour toutes. Ça dépend des navigateurs. Par exemple, dans Firefox, si vous rechargez la page, il va vous redemander de nouveau. Alors que d'autres navigateurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que Safari sur iPhone garde l'information, des choses comme ça. Alors, une autre nouveauté qu'on a en HTML5, on va passer rapidement dessus parce que c'est assez technique, c'est le stockage local. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez ce que c'est un cookie en informatique, hein, pas le petit gâteau. Voilà, en gros c'est ça, c'est un petit fichier qui contient une information. L'idée c'est que quand vous allez aller sur un site, il va créer dans votre ordinateur un petit cookie, donc un petit fichier avec un identifiant unique, et que à chaque fois que vous retournez sur le site, il va récupérer ce fichier-là, et grâce à l'identifiant, il va voir qui vous êtes. Ça permet des choses bien comme vous remettre là où vous en étiez dans un long formulaire, ou dans la lecture d'un long article, enfin retenir des choses sur vous comme ça, retenir des préférences aussi. Ça permet aussi de retenir sur Amazon quel produit vous avez consulté et vous afficher des pubs en rapport avec ce que vous avez consulté, par exemple. Même si vous n'avez pas de compte. Du coup. Donc c'est à double tranche. Mais ça permet en tout cas aussi de retenir de l'information. On a en HTML5 la même chose, mais côté JavaScript. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker des petits bouts d'informations mais directement dans le navigateur sans avoir besoin d'envoyer un identifiant au serveur. Et l'intérêt, c'est surtout, enfin ça fonctionne quasiment comme les cookies, mais l'intérêt c'est que c'est utilisable hors ligne. Et donc si je vous parle de ça, c'est que on va pouvoir en HTML5 faire des applications qui fonctionnent hors ligne, qui du coup ont plus accès aux informations sur le serveur. Donc, je passe rapidement à la suite aux applications hors ligne. Le web, c'est vraiment conçu à la base pour quelque chose qu'on utilise avec Internet. C'est-à-dire qu'un site web, pour y accéder, vous êtes connecté, vous vous connectez au site, etc. Sauf que sur mobile, on se retrouve avec des cas où on n'a pas toujours une connexion, où on n'a pas forcément une connexion stable. L'idée, ça va être ici d'enregistrer une partie du site et des informations sur le téléphone, dans le cache, pour pouvoir y accéder même quand on n'a pas de connexion. Gmail faisait ça à une époque, je ne sais pas s'ils le font encore d'ailleurs. L'idée c'est que vous vous connectez sur Gmail, vous chargez vos mails, vous commencez à lire vos mails, etc. Et après plus tard, quand vous n'avez pas de connexion, parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que vous avez épuisé votre forfait, etc., vous pouvez quand même aller sur votre favori Gmail, dans votre navigateur et voir une interface peut-être plus simple avec les mails que vous aviez la dernière fois que vous vous êtes connecté, qu'il a enregistré en local. Vous n'allez pas avoir vos nouveaux mails forcément puisque vous n'êtes pas connecté à Internet, mais vous allez quand même avoir accès à des choses comme ça. Donc ça permet de faire des applications qui fonctionnent en ligne et hors ligne. De manière plus simple, ça permet de détecter quand le navigateur se déconnecte d'Internet. Par exemple, parce que vous passez dans un tunnel et que votre 3G est coupé. Donc, pour vous montrer une démo, là, ici, la page détecte que je suis connecté. Donc, il y a un petit affichage online. Je pourrais déconnecter le câble pour montrer comment ça fait hors ligne, mais vous avez normalement une option qui est plus simple, c'est que dans Firefox, vous pouvez faire travailler hors connexion,
nous permet de simuler en fait une déconnexion. Donc là, on voit que le site détecte que je suis hors ligne. L'intérêt, c'est que vous remplissez un formulaire, vous l'envoyez. Si vous n'êtes plus connecté, vous allez avoir une page d'erreur. C'est dommage. Si le site, par contre, a détecté que vous êtes déconnecté, il va garder l'information, il va vous mettre un petit loader, attention, vous n'êtes plus connecté, et dès qu'il détecte donc une reconnexion, eh ben, il va envoyer l'information. Sur mobile, c'est utile, alors on s'en rend pas tellement compte en France et surtout en Alsace parce qu'on a très peu de zones non couvertes et qu'on a internet un peu partout, mais il y a quand même pas mal d'endroits dans le monde où la 3G c'est pas partout. Donc ça a un intérêt en déplacement de détecter quand on est connecté ou pas. Et donc, pour revenir au stockage local, ça permet de stocker des informations localement dans le navigateur, même quand on n'est plus connecté. C'est des questions par rapport à ça. Alors, j'ai évoqué ça rapidement avant quand on a parlé des balises sémantiques. C'est un peu la même chose, mais en allant plus loin. Donc, les microdonnées. C'est un moyen d'indiquer de manière très précise ce que contiennent les éléments de votre page web. Pour reprendre, en HTML4 classique, vous allez utiliser une balise div, une balise P, on va dire, vous allez dire ça c'est un paragraphe, sur aucune information sur ce qu'il contient. Une balise div, c'est un bloc. Avec des balises sémantiques, vous allez pouvoir être plus précis en disant c'est un article, c'est un pied de page. Mais ça ne donne toujours pas d'informations vraiment sur le contenu. Les microdonnées, ça va vous permettre d'indiquer de quoi parle un bloc dans votre page HTML. Est-ce que ça parle d'une personne, quel est son nom, est-ce que ça parle d'un film, d'une entreprise, des choses comme ça. Ça sert à rien pour l'utilisateur qui consulte votre page parce que les navigateurs n'affichent pas cette information. Par contre, ça a un intérêt assez fort pour le référencement. Pour pouvoir indiquer au moteur de recherche de quoi parle une page web, précisément, et de ne pas le laisser deviner avec les mots-clés qu'il y a dans la page. L'idée, c'est que sur chaque élément de votre page web, vous allez pouvoir ajouter des informations sur le type d'élément que c'est. Par contre, ces types-là, donc des types film, personne, entreprise, etc., ne sont pas directement standardisés dans HTML5. Il va falloir utiliser un autre standard. Il y en a plusieurs, mais le plus utilisé c'est schema.org, qui est un standard sur lequel se sont mis d'accord Google, Yahoo et Bing, donc qui est reconnu par à peu près tous les moteurs de recherche, et qui liste les types d'informations que vous allez pouvoir donner. Par exemple, vous avez ici un type personne, alors c'est en anglais toujours, qui va permettre de dire qu'un bloc parle d'une personne, et même de taguer beaucoup plus précisément d'autres informations, comme la date de sa mort, s'il est mort, son adresse email, son nom de famille, des choses comme ça. Pour montrer un exemple dans du code, vous avez ici une page qui parle d'une personne. Avec son nom, que c'est un professeur, son adresse, un portrait, typiquement une page d'université qui présente un professeur. Là, elle n'est pas taguée avec des microdonnées. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche n'aura pas vraiment de moyen de savoir que ça c'est le nom, que ça c'est son profession, que ça c'est son adresse. Ce sont des algorithmes pour deviner, mais pas de manière précise. Avec des microdonnées, alors on a un code qui est beaucoup plus verbeux du coup, avec beaucoup plus d'informations, mais on va pouvoir dire ici que tout ce qui est dans la balise div là, qui encadre tout, parle d'une personne. Donc on utilise ce schéma de tagage là, et qu'après ça, ici, cette balise là, c'est le nom. Ça, c'est le nom de sa profession, des choses comme ça. C'est une information qui après va pouvoir être utilisée par le moteur de recherche. C'est quelque chose que Google utilisait beaucoup au début. Donc c'est pour ça que c'était mon exemple là, mais qui n'est plus valable du coup. C'est qu'avant, vous aviez pour beaucoup de blogs, vous l'avez sûrement vu, à côté le portrait et le nom de la personne qui tient le site ou a écrit l'article.
Jusqu'à il y a quelques mois, ça se faisait beaucoup. Google affichait pas mal ce genre d'informations. Du coup, ça, c'était récupéré grâce à des microdonnées qui permettaient d'afficher ce genre de choses, ainsi que la date de publication de l'article, des liens vers une version traduite de l'article, pas mal de choses comme ça. Finalement, ils se sont rendus compte que leurs utilisateurs n'utilisaient pas trop ça, et ils ont arrêté d'afficher ça dans les résultats de Google. Après, ils s'en servent quand même toujours pour leur moteur de référence. Il y a un endroit où ils continuent à utiliser ça, c'est pour l'e-commerce. Par exemple, si je cherche un modèle de téléphone portable, là, celui-là, je peux voir que ici, sur un site de vente en ligne, j'ai la note qu'a ce téléphone, le nombre d'avis, son prix et s'il est en stock. Ces informations-là, elles sont données dans des microdonnées dans la page, que Google ensuite récupère pour les afficher. Donc ça a un gros intérêt en termes de visibilité pour ces sites-là, parce que c'est affiché directement dans le résultat de recherche. Vous avez la même chose pour les critiques de films aussi, des choses comme ça, où les informations sont récupérées. Malheureusement, plus tellement pour les blogs et les choses comme ça. Voilà. Alors c'est évidemment quelque chose qui est très compliqué à faire à la main, c'est-à-dire que taguer manuellement toutes les parties de votre page en disant ça parle de ça, ça parle de ça, etc. C'est un travail fou. Si vous avez une petite page web de présentation d'une entreprise où il y a une seule page, vous pouvez le faire, ça se fait pas mal. Mais pour un site entier avec plein d'articles, c'est pas possible. Par contre, ça commence à être automatisé dans pas mal de CMS. Il y a des plugins WordPress qui vont vous le faire, par exemple, qui vont vous taguer le contenu. Pas forcément de manière hyper précise, mais vous pouvez, quand vous créez un article, dire il parle de ça, etc. Il va automatiquement mettre les bonnes balises. Comme je le disais avant, pour les balises sémantiques, et là encore plus, c'est très difficile d'estimer l'impact sur le référencement, parce qu'il faudrait comparer le même site avec et sans ces microdonnées, mais bon, on va pas avoir deux versions de son site. Et du coup, c'est pris en compte, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Et le problème, c'est aussi, comme pour l'exemple de Google et des blogs, c'est que parfois ils arrêtent d'utiliser cette information en prévenant pas forcément. Du coup, c'est assez varié. Mais ça a clairement un intérêt. Ça a un intérêt également pour la récupération automatique d'informations. C'est-à-dire que vous avez par exemple des bases de données d'ouvrages scientifiques ou des choses comme ça qui utilisent des microdonnées pour qu'après des logiciels puissent les récupérer automatiquement pour indexer. Vous avez par exemple un logiciel qui s'appelle Zotero, je crois, qui est une extension de navigateur qui vous permet de collecter et d'organiser des articles scientifiques. Vous avez un bouton qui s'ajoute là quand vous lisez un article. Cliquez dessus, ça va se rajouter dans votre bibliothèque d'articles. Si vous travaillez sur des recherches universitaires ou une chose comme ça vous permet de constituer rapidement une bibliographie. En plus, après, il peut vous l'exporter dans le bon format des bibliographies à la française, à l'anglaise, etc. Et ben, ce logiciel-là, il va pouvoir utiliser des microdonnées, entre autres, il utilise d'autres choses aussi, mais utiliser des microdonnées pour récupérer les informations comme la date de publication, l'auteur, le titre de l'article, etc. Donc ça a un intérêt dans ces cas-là aussi. Des questions? Alors, encore rapidement, les WebSockets. Les sockets, c'est en informatique une technologie qui permet d'avoir des communications simultanées entre un grand nombre d'utilisateurs. C'est utilisé par les chats et également principalement par les jeux vidéo en ligne pour pouvoir avoir une information qui est transmise de manière simultanée à tous les utilisateurs. C'est possible depuis longtemps dans plein d'autres technologies. Depuis HTML5, c'est possible pour le web également. Ça sert, comme j'ai dit, à faire des chats, à faire... par exemple, vous avez aussi de la visioconférence directement dans une fenêtre de navigateur sans avoir à installer Skype ou un autre programme. Vous avez Hangout qui le fait, de Google, vous avez d'autres systèmes qui le font. Ça permet d'avoir directement ce genre de choses dans le navigateur.
sans avoir rien à installer. Ce qui est assez pratique, vous allez chez quelqu'un, vous lancez le truc et vous pouvez directement vous connecter. Ça, un autre intérêt aussi, c'est pour les jeux vidéo, ce qui permet de faire des jeux vidéo multijoueurs sur le web maintenant. Alors il y a un exemple assez parlant qui est Browser Quest, qui est un jeu vidéo entièrement HTML5. Je vais me connecter. Et qui est multijoueur. Couper le son. Voilà. Là, je suis en ligne avec des gens qui. Là, il y a un autre utilisateur qui joue en même temps. Et donc, je peux voir en temps réel les déplacements des autres utilisateurs. Okay. Là, vous avez 20 joueurs connectés sur le serveur parce qu'il est un peu passé de mode, mais à l'époque où c'était sorti, vous aviez peut-être 200 utilisateurs en même temps qui jouaient à ce jeu-là et qui voyaient en temps réel ce que faisait les autres. Vous pouvez s'entraider, etc. Alors c'est un jeu en 2D, c'est pas le nouveau Call of Duty en termes de graphisme, enfin, voilà. Mais l'intérêt c'est que j'ai rien eu à installer, je l'ai lancé directement dans mon navigateur, j'ai même pas besoin de plugin Flash, ça marche directement uniquement avec le navigateur. L'autre intérêt c'est que ça marche sur mobile, c'est responsive, c'est-à-dire que je vais sur le même avec mon smartphone et j'aurai une interface adaptée au mobile avec des boutons plus gros dans le coin, des choses comme ça. Mais ça fonctionnera également parce que toute cette interface là elle est construite en HTML, voilà, avec un canevas au milieu pour la zone de jeu. Voilà, donc ça permet de faire ce genre de choses directement dans un navigateur. Voilà. Ici c'est un jeu vidéo, donc bon, c'est du loisir, mais vous avez également des applications pour des serious games, pour l'apprentissage aussi, des logiciels d'apprentissage interactif, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses qu'on peut commencer à faire. Voilà. Les WebSockets, je vous montre pas de code pour vous montrer comment ça marche parce que c'est juste, enfin, pour un débutant c'est complètement horrible. Ça demande des dizaines et des dizaines de lignes de JavaScript. Un dernier exemple, rapidement. C'est quelque chose de tout bête, mais qui est assez facile. Assez facile à utiliser, assez pratique. C'est que en HTML, vous pouvez faire ce qu'on appelle du drag and drop ou du glisser-déposer en français. C'est-à-dire, vous pouvez faire des éléments qui sont déplaçables dans une page. Par exemple, ici, cet élément, on a défini qu'il est déplaçable et donc je vais pouvoir le prendre et je vais pouvoir le faire réagir. Si je le lâche, je le dépose sur d'autres éléments. Donc par exemple, si je dépose là, hop, j'ai la corbeille qui se remplit et l'autre élément que j'ai déplacé qui a disparu. Donc ça, c'est un exemple qui sert à rien, mais vous avez par exemple dans des applications comme Google Drive ou des choses comme ça, des éléments que vous pouvez déplacer pour les mettre dans des dossiers et les trier. Et vous pouvez les glisser directement comme ça. C'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire en JavaScript avec une fonction qui va suivre le curseur de la souris pour afficher l'élément toujours au bon endroit. C'est assez lourd en termes de performance. Là, c'est le navigateur qui s'occupe d'afficher l'élément sous la souris. Donc c'est simple à mettre en place et c'est léger. Ça demande un peu de développement en JavaScript, mais c'est relativement simple. Ça permet aussi d'avoir des éléments d'interface qui sont déplaçables. Soit comme ça, vous prenez l'élément n'importe où, vous pouvez le déplacer. Soit avec une poignée où il y a une partie qui vous permet de déplacer tous les éléments. Ça, c'est utile typiquement pour les petites fenêtres de notification que vous avez sur les sites. Ça vous permet de la déplacer et de regarder le reste de la page pendant que vous remplissez ou autre. Donc c'est un truc tout bête, mais qui est utile dans pas mal de cas. Donc, pour conclure, avant de vous libérer, juste vous montrer quelques outils qui peuvent être utiles. Le principal problème du HTML5, comme je l'ai dit, c'est que c'est pas forcément implémenté à la même vitesse dans tous les navigateurs, que les gens mettent pas forcément à jour leur navigateur, et donc se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut utiliser ou pas. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Vous avez d'une part HTML5 Five, qui est un petit script qui va vous permettre de faire du HTML5 dans les vieux Internet Explorer.
Le problème, c'est que si vous utilisez des éléments nouveaux, comme articles, footers, des choses comme ça, dans Internet Explorer 6 ou 7, le navigateur ne connaissant pas ces éléments, il va paniquer et il va arrêter de lire le CSS et afficher la page n'importe comment. Alors que sur, par exemple, un vieux Firefox, il va simplement les ignorer. Il ne peut pas inventer la définition de ces éléments, mais il ne les connaît pas, il ne va rien en faire, il va l'afficher comme un bloc normal. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent des vieilles versions d'Internet Explorer, mais il y en a quand même. Il vaut mieux que l'élément s'affiche comme un bloc normal sans rien de particulier plutôt que tout le site qui s'affiche n'importe comment. Donc, intégrer ce petit script dans l'entête de votre page, ça lui permet de s'afficher à peu près correctement sur les vieux navigateurs. Dans la même logique, mais pour aller plus loin, il y a Modernizer qui est un script qui vous permet de détecter si une fonctionnalité est supportée ou pas par le navigateur. Vous lui donnez par exemple géolocalisation, quelque chose comme ça, et ça va vous dire si oui ou non c'est supporté, et vous pouvez adapter votre page en fonction. Donc soit adapter vos fonctions JavaScript, soit adapter votre CSS. Ça va par exemple donner une classe particulière en CSS à votre page, ou un bloc de votre page, si la géolocalisation n'est pas supportée. Ce qui permet par exemple de faire apparaître un message d'erreur en disant désolé, votre navigateur ne gère pas la géolocalisation, mais vous pouvez rentrer l'adresse manuellement ici, ou des choses comme ça, mais de faire des fallbacks pour les navigateurs qui gèrent. Vous avez également Can I Use, qui est un site qui vous indique pour toutes les fonctionnalités de HTML5, CSS3, si elle est gérée par tel ou tel navigateur. Donc je prends par exemple la géolocalisation, il va me dire ici en vert quel navigateur le gère ou pas. Alors là on voit que c'est géré par presque tout de nos jours, sauf Internet Explorer 8 et Opera Mini, mais qui n'est pas énormément utilisé. Vous avez les statistiques d'utilisation de chaque navigateur, et ici vous avez une statistique globale, vous pouvez voir que 90% des utilisateurs gèrent la géolocalisation. Ça c'est dans le monde, il détecte que je suis en France, je peux dire ok, pour la France c'est combien? C'est 96, sur nous c'est encore plus. Ça vous permet, avant d'utiliser une technologie, de voir est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser, est-ce que ça vaut le coup, parce qu'il y a des nouveautés. Là, je vous ai montré les choses qui sont assez établies dans HTML5, mais il y a des nouveautés assez régulièrement, et si c'est utilisable par 5% des utilisateurs, ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'instant de l'utiliser. Donc ça permet de vérifier ça. Bon, après, les deux autres liens, c'est la documentation de Mozilla sur HTML5 qui est assez complète, et la spécification HTML5.1 sur le site du W3C, mais bon, là, c'est vraiment... C'est très détaillé, c'est du langage technique. C'est vraiment juste pour avoir la référence. Okay. Il y a des gens qui courent au-dessus. Et juste pour finir, une bibliographie avec quelques bouquins sur HTML5. À savoir que si j'ai mis 2 fois Marc Pilgrim, c'est pas parce que c'est des livres différents, c'est juste que Dive into HTML5, HTML5, c'est une version en ligne en fait de son livre sur HTML5 qui est consultable directement en ligne, où vous avez, alors c'est en anglais, chapitre par chapitre, des présentations de toutes les nouvelles fonctionnalités dont on a parlé, plus d'autres, avec des exemples, des choses assez détaillées. Si vous préférez le français, son livre sur HTML5, il a aussi été traduit en français. Là j'ai mis le titre en anglais parce que je l'ai en anglais, mais a priori celui-là il est traduit. Sinon, en français, vous avez ces 2 livres, qui en plus sont écrits par des Strasbourgeois, donc là ils sont directement écrits en français. Est-ce que vous avez des questions avant de partir? Voilà, pour information, la semaine prochaine, on a une formation sur les nouveautés de CSS3 qui va quand même pas mal de pair avec HTML5. C'est des technologies qui sont sorties un peu en même temps. Et également avec un peu plus d'exemples parce qu'en CSS, c'est plus facile de montrer visuellement des choses. Voilà.